Quel que soit le prisme par lequel on prend le problème, la solution est la même. C'est se passer le plus rapidement possible d'énergie fossile. Quand tu regardes l'ensemble du système énergétique, 66% de l'énergie est perdue entre le primaire et l'utile. Le système, il est complètement inefficace. Un moteur électrique, c'est efficace à 95%, alors qu'un moteur thermique, c'est 30-35%. Ce qu'on croyait là aussi être un peu un truc philanthropique de s'adapter au changement climatique, ça va devenir un impératif économique. Là aussi, ça va être une création de valeur. Et la transition énergétique, le paradoxe, c'est que ça nécessite plus d'électricité, mais moins d'énergie au final. La France utiliserait 40% d'énergie finale en moins avec un système électrique. Bonjour à toutes et à tous. Au moment où on enregistre cet épisode, le détroit d'Ormuz est bloqué, faisant que l'Union européenne, nos dirigeants de l'Union européenne sont en grand stress puisque le prix du gaz et du pétrole augmente énormément. C'est branle-bas de combat pour les 27 pays de l'Union européenne, avec la Hongrie et la Belgique qui ont même proposé de racheter du gaz à la Russie. Et donc dans ces moments de crise, c'est toujours un bon moment pour comprendre la situation qui nous a menés à ça et comment est-ce qu'on peut s'en sortir donc par la science mais aussi par l'argent. On a un invité exceptionnel aujourd'hui, Greg de Temerman. Bonjour Greg. Bonjour Maud. Greg, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es ? Je suis physicien de formation, j'ai un doctorat en physique expérimentale. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la recherche sur la fusion, donc plutôt recherche fondamentale. Et ensuite, pour avoir plus d'impact, j'ai quitté la recherche et j'ai lancé Zenon à Paris, qui est un think tank qui s'intéressait aux technologies pour le climat. Donc, quelles sont les solutions technologiques dont on a besoin pour décarboner ? Ces 3 dernières années, j'étais directeur général adjoint de la Quadrature Climate Foundation, qui est une des plus grosses fondations philanthropiques pour le climat au monde. Notre théorie du changement, c'était d'utiliser le capital philanthropique, donc il y a un capital qui n'attend pas de retour sur investissement, c'est des dons, pour débloquer des problèmes pour la transition énergétique et la transition au sens large. Je dirige maintenant un programme Deep Tech, donc c'est l'entrepreneuriat scientifique aux Pays-Bas où j'aide à mettre en place un programme national pour favoriser l'émergence de solutions à nos défis sociétaux. Waouh! Donc tu t'ennuies pas beaucoup dans la vie. Non. Comme je disais en introduction, le détroit d'Ormuz est fermé. Les 27 de l'Union européenne se sont réunis hier pour savoir justement comment réagir. On a la Belgique et la Hongrie qui ont même proposé de racheter du gaz à la Russie, qui est donc encore en guerre avec l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on a fondamentalement l'impression, systématiquement, en tant qu'Européens, d'être les dindons de la farce ? L'Europe est extrêmement dépendante d'importation d'énergie fossile. Et l'énergie fossile, le prix de l'énergie fossile a un impact direct sur le prix de l'électricité, par exemple, parce que le gaz en Europe fixe encore beaucoup le prix de l'électricité. Donc ce qu'on voit, c'est 2 choses, c'est le rappel d'une dépendance à une importation, et l'autre chose, c'est le signal prix, c'est le fait que l'électricité pourrait devenir beaucoup plus chère parce qu'elle est indexée sur le prix du gaz en grande partie. Et pourquoi beaucoup de pays commencent à paniquer ? Parce qu'on sort tout juste ou presque de la crise précédente, en fait, qui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait exploser les prix du gaz. Beaucoup de pays ont souffert, le niveau de pauvreté énergétique dans beaucoup de pays en Europe a souffert, et donc les gouvernements n'ont pas forcément envie de revoir cette situation. Et donc malheureusement, dans ce cas-là, les gens se tournent vers les solutions qui paraissent faciles, et la Russie, pour certains, apparaît comme un nouveau partenaire. Pourquoi ? Parce que la Russie a encore beaucoup de gaz. Il faudrait voir combien on peut vraiment en importer, parce que la Russie souffre aussi en ce moment. Mais du coup, c'est ça, c'est l'urgence, et ça rappelle l'importance de l'énergie, ça rappelle pourquoi il est important de se passer des fossiles le plus vite possible. Tu parlais de cette première crise avec l'Ukraine en 2022. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas tout fait pour s'affranchir des énergies fossiles, donc du gaz ou du pétrole, en Europe ? Alors, on a fait pas mal de choses. Ça pose 2 questions, en fait. Ça pose la question de la temporalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites entre 2020 et 2025. L'Europe a passé pas mal de plans assez ambitieux sur la décarbonation, sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables. L'Europe a aussi fait des erreurs. La Commission européenne, en tout cas, était plutôt anti-nucléaire pendant un moment. On s'aperçoit que le nucléaire, c'est intéressant quand on en a, même si c'est compliqué à construire. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. On a déployé pas mal de renouvelables. On a essayé d'électrifier en Europe pour se passer de fossiles, mais ça prend du temps, en fait, puisqu'il faut reconstruire une infrastructure énergétique, et ça prend du temps. On se heurte aussi à des intérêts un peu divergents. On le voit en ce moment en France, les gens qui voudraient tuer des projets de renouvelables. Donc en fait, on est dans le problème que quand tu transitionnes, tu dépends toujours du système fossile qui existe, et tu essaies de construire un système le plus rapidement possible. Donc on a fait des choses, on n'en a pas fait encore. Ce que tu mentionnes par contre est hyper important, c'est que pour tous ceux qui disent non, on a le temps, on peut décarboner moins vite, on peut faire ci. Non, en fait, quelle que soit la façon dont tu prends le problème, si tu t'intéresses pas au climat, mais que tu penses qu'il faut avoir plus de sécurité énergétique, en fait, il faut faire la même chose. On va électrifier et produire beaucoup plus d'électricité, et c'est de la production
local. Donc, il faut beaucoup plus de renouvelables, éventuellement du nucléaire et d'autres choses. Si tu t'intéresses au prix de l'énergie, c'est pareil, il faut sortir les énergies fossiles du système énergétique. Donc, en fait, on est dans une situation où, quel que soit le prisme par lequel on prend le problème, la solution est la même. C'est se passer le plus rapidement possible d'énergie fossile. En gros, malheureusement, qu'on ça fasse prend. pour le climat ou pour la facture ou pour, à un niveau macro, l'autonomie et l'indépendance de nos démocraties, il faut faire cette transition. On parle souvent du triangle énergétique, qui sont les 3 piliers d'un système énergétique. C'est la soutenabilité, donc l'aspect environnemental, l'aspect prix et accès à l'énergie. Alors en Europe, on a tous accès à l'énergie, mais il y a cet aspect accès et équité de l'accès à l'énergie. Et il y a l'aspect sécurité énergétique. Pendant une petite dizaine d'années, peut-être depuis les accords de Paris sur le climat, tout le monde a parlé beaucoup de l'aspect soutenabilité. Et donc, la transition était plutôt drivée par l'aspect climat. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que le climat, c'est un sujet un peu plus compliqué. Et en fait, tu retournes ton triangle énergétique, mais c'est la même chose. Parce qu'en fait, ce que tu veux en général, en tant que citoyen, tu veux te déplacer d'un point A à un point B. C'est là que tu utilises, c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. Quand tu regardes l'ensemble du système énergétique, 66% de l'énergie est perdue entre le primaire et l'utile. Le système, il est complètement inefficace. Et en fait, l'électrification, comment c'est perdu ? Combustion. On brûle. Et à chaque étape, tu es limité par la thermodynamique. Le système énergétique mondial, c'est principalement de la conversion de chaleur en mouvement. C'est ça la révolution de la machine à vapeur, c'était d'être capable de faire cette transformation. C'était très bien, sauf que c'est limité par la thermodynamique. Tu as 40-50% d'efficacité. Donc tu perds forcément une grosse quantité d'énergie. Puis après, tu rajoutes les différents cycles et donc tu en perds plein. L'électrification, c'est de l'efficacité. Parce qu'un moteur électrique, c'est efficace à 95%. Alors qu'un moteur thermique, même un bon moteur thermique, c'est 30-35%. Donc en fait... L'efficacité. Exactement. Et donc l'électrification, c'est aussi une opportunité énorme d'enfin avoir un système énergétique qui soit plus rationnel. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il peut y avoir de rationnel à extraire 17 milliards de tonnes de fossiles, les brûler pour donner 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont en train de réchauffer le climat et qui en plus, à 66%, chauffent les pattes des oiseaux. Parce que c'est ça, en fait, c'est de la chaleur que tu évacues avant l'énergie utile. À quel moment on peut croire que c'est un système énergétique efficace ? Ça semble incroyable de se dire que déjà, un, on ne le sait pas, et deux, de se demander, alors mais comment on a pu prendre cette direction ? À la limite, ok, c'était tellement abondant que de se dire qu'il n'y avait que 33% à la fin d'énergie utile, pourquoi pas, parce que je perce un trou, il y a du pétrole qui jaillit. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il est encore possible qu'on n'ait pas pris à bras-le-corps cette transition énergétique et qu'en parler, c'est encore être taxé d'écolo, de zadiste ou de quoi que ce soit ? Mais c'est marrant, le think tank Ember, qui est vraiment un truc que j'invite les gens à découvrir, qui fait beaucoup d'analyses sur l'électrification, vient de publier un papier il y a 1 ou 2 semaines. On les aime beaucoup, nous aussi. Ouais, il renverse en fait la dynamique de... Enfin, tu sais, quand tu regardes tes diagrammes énergétiques, tu regardes de la production primaire, l'extraction primaire, les conversions, et tu vas jusqu'à l'étage final. Et en fait, ils ont renversé la logique en disant, non, ce qui nous intéresse tous, nous, c'est un usage. Parce que le vieux dicton de Amory Lovins, qui avait créé le Rocky Mountain Institute, c'est ce qui nous intéresse, c'est une douche chaude et une bière fraîche. C'est l'usage, c'est pas trop comment ça... Un bon communicant. Voilà, exactement. Et en fait, quand tu retournes le système à l'envers, quand tu dis de quoi j'ai besoin et que tu remontes, ça fait apparaître les inefficacités de façon beaucoup plus importante. Et quand tu montres comment ça se passe avec l'électrification, comment ça se passe avec les fossiles, d'un coup, tu as une vision totalement différente des choses qui montre qu'on est très dépendant aussi de la façon dont on parle des une des souvent, des oppositions à la transition énergétique, c'est de parler en énergie primaire. Sauf que la transition énergétique, il ne s'agit pas de remplacer unité d'énergie par unité d'énergie primaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'usage. Et donc, en fait, on a besoin de remplacer qu'un tiers de cette quantité d'énergie. Et la transition énergétique, le paradoxe, c'est que ça nécessite plus d'électricité, parce qu'on va électrifier, mais moins d'énergie au final. Quand on regarde un scénario pour la France utiliserait 40% d'énergie finale en moins avec un système électrique, ce qui nécessitera de produire plus d'électricité. Mais il se trouve qu'on sait produire de l'électricité bas carbone. Quand le premier rapport RTE sur la décarbonation est sorti en 2021, je crois, beaucoup ont dit « Oh là là, la France va consommer 40% d'énergie en moins, c'est de la sobriété extrême, c'est horrible, etc. » Et quand tu regardes les scénarios, c'est juste de l'efficacité. Et après, ils disent effectivement, si en plus on était un peu plus rationnel, qu'on n'avait pas des voitures de 3 tonnes, qu'on n'avait pas ci, qu'on n'avait pas ça, on pourrait encore diminuer la quantité d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question de dire ok, mais en France on est assez en avance puisque finalement notre électricité à 70% elle vient du nucléaire. Mais c'est très important de discerner le mix électrique, donc ce qui est actuellement électrifié et quelle est sa source. Et en effet, on est assez bon sur la décarbonation de notre électricité, mais aussi le mix énergétique, donc en gros tout ce qui utilise aujourd'hui de l'énergie et qui passe pas par l'électricité
forcément. Donc je pense par exemple aux voitures, où là, on est encore très dépendant des énergies fossiles. Et là, il va falloir tout électrifier aussi. Donc c'est-à-dire qu'il faut électrifier tout ce qui dépend aujourd'hui du fossile. Ça va prendre énormément de temps dans le sens où je suis Stellantis, j'ai 10 000 experts diesel. Bon, qu'est-ce que je fais de mes 10 000 ingénieurs experts en diesel? Tu as 2 points. Le premier que tu as mentionné est extrêmement important, c'est que tu décarbones ton électricité le plus vite possible. Et pourquoi? Parce que ça, on sait faire, on a les technologies pour le faire. Et l'autre chose, c'est que j'électrifie le maximum d'usages pour diminuer l'utilisation des fossiles. Et après, il restera une petite partie où on aura encore besoin de molécules, etc. Mais en gros, 80% du chemin, c'est décarboner le mix électrique le plus rapidement possible et étendre l'utilisation d'électricité. En France, on a fait le premier pas, c'est très bien. Par contre, sur le deuxième pas, qui est l'électrification des usages, on n'est pas hyper en avance. Mais pour revenir à ton cas sur l'automobile, on est dans le cas classique du dilemme de l'innovateur. Peugeot était un des experts mondiaux sur les moteurs diesel. Leurs moteurs diesel sont toujours très très bons, sont optimisés, etc. Tu passes à un modèle totalement différent qui est il faut produire une voiture électrique. Sauf qu'au départ, tu ne maîtrises pas la chaîne de valeur des batteries. Et en plus, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'industries qui fabriquent des batteries en Europe. Toute la partie électronique, etc., il y a un peu de similarité, mais c'est aussi différent parce que tu as tout le logiciel de gestion de batterie, etc. Et donc, tu te retrouves dans une situation où ton modèle économique, il est complètement chamboulé et c'est compliqué pour une entreprise de se disrupter de l'intérieur. Ça existe et ils le font, mais ils ont une tendance quand même à dire si on pouvait vendre des voitures thermiques plus longtemps, ça serait mieux. Et donc, c'est aussi une partie de la discussion sur les hybrides, parce que les gens se disent l'hybride, on maîtrise une partie qui est le moteur à combustion et on peut mettre des batteries. Mais ouais, on est sur un problème classique que n'ont pas des entreprises comme Tesla ou comme BYD qui, elles, se sont créées sur le modèle électrique. Et donc, par nature, même si tu n'es pas une personne mauvaise, tu vois, tu as une entreprise, j'ai fait des trucs aussi, tu veux transformer ton entreprise, mais en même temps, tu sais que c'est risqué. Donc, même si tu t'intéresses au climat, tu te dis, c'est quand même compliqué de changer. Et donc, on est dans ce qu'on appelle le messy middle de la transition, donc le milieu un peu bordélique, si je traduis, qui est que la transition énergétique, on l'a peut-être un peu trop survendue en mode, ce sont des courbes en S, un système va s'éteindre, un nouveau système va monter. En fait, il y a plein de choses qui te remettent en arrière, il y a plein d'intérêts conflictuels. Et souvent, on dit l'industrie du pétrole, évidemment, c'est la première à ne pas vouloir changer, puisque c'est leur business model. La chimie, elle a la même chose. Les gens sont là, c'est un peu compliqué. Et puis, quand tu es dans les premiers à vouloir bouger, c'est compliqué, tu vas faire des erreurs, etc. Ça demande des investissements, tu n'es pas sûr que tu vas le revenir. Donc, on est pile là-dedans, en fait, où c'est pas simple. Tu peux nous parler du Pakistan, de ce que eux, justement, ils ont réussi à faire rapidement? Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Quand la Russie envahit l'Ukraine, les prix du gaz explosent parce que l'approvisionnement vers l'Europe diminue. Donc, il y avait moins de gaz sur le marché. Certains pipelines sont arrêtés. Il y en a qui ont explosé. On est en fin d'hiver. L'Europe doit remplir ses stocks de gaz pour l'hiver d'après. Moins de gaz sur le marché. L'Europe se dit on va commencer à acheter le maximum de gaz possible pour remplir nos réserves. Encore une fois, parce qu'on est dépendant de l'énergie et que quand tu arrives en fin d'hiver, et on y est en ce moment, c'est pour ça que tout le monde panique, tu as usé tes stocks de gaz et il faut les remplir avant l'hiver d'après. Donc souvent le gaz c'est acheté sur des contrats longs, donc tu prends des contrats avec des producteurs qui sont à longue échéance, etc. Et tu as ce qu'on appelle le spot, c'est-à-dire que tu as du gaz qui est sur les marchés que tu peux acheter quasiment au jour le jour. L'Europe, voyant qu'il n'y a pas assez de contrats longs, les contrats longs sont plus longs à négocier, etc., achète le maximum de gaz liquéfié qu'elle peut, donc elle fait exploser les prix spot. Prix spot, ok. Exactement. Et il y a plein de pays en fait qui sont pas suffisamment solvables pour avoir des contrats de long terme. C'est-à-dire que les gens qui vendent du gaz et du pétrole, on veut bien vous en fournir. On ne se sent pas de signer un contrat à 10 ans avec vous parce que vous n'êtes pas stable politiquement, vous n'avez pas les finances pour garantir, etc. Donc le Pakistan a souffert énormément, blackout, etc. Et entre 2022 et 2025, ils ont installé plus de 40 gigawatts de solaire. Parce que le solaire est devenu très très peu cher. Les gens en avaient marre d'avoir un système électrique basé sur du charbon qui était assez peu fiable. Et c'est marrant de regarder l'histoire parce qu'en fait, on s'est aperçu de ça parce que les gens commençaient à regarder les données d'importation-exportation de la Chine, etc. Et ils voyaient que le Pakistan avait pas mal de trucs. Et donc, il y a eu des études super sympas pour vérifier si c'était pas juste un truc douanier où les gens essayaient de faire passer du solaire sous les mailles. Non, en fait, on voyait par satellite plein de solaires qui sont installés partout. Le Pakistan souffre toujours parce qu'ils importent encore beaucoup de gaz. Mais en 2 ans ou 3 ans, ils sont arrivés à un système où ils économisent 6 milliards par an sur leurs importations de fossiles, qui est quand même loin d'être négligeable. Et en fait, ils sont plus résilients qu'ils l'étaient il y a 3 ans. Et ça s'est fait en l'espace de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a maintenant des solutions comme le solaire et les batteries qui te permettent d'installer des choses, même de façon locale. Tu peux l'installer sur ton toit, etc. Et c'est un exemple de pourquoi c'est intéressant l'électrification. Ça augmente ta résilience. Ce qu'on voit aussi, c'est que on estime que les voitures électriques à l'heure actuelle qui sont installées dans le monde, elles permettent déjà d'économiser à peu près
une consommation de 2 millions de barils par jour de pétrole sur une consommation mondiale de 100 millions. Alors, c'est pas beaucoup, tu vas me dire, mais on commence à voir ces effets-là. On sait que la Chine, par exemple, sa demande en pétrole, elle diminue plutôt structurellement, ce qui commence à avoir beaucoup de véhicules électriques. Passionnant, la Chine comme exemple, justement, qui, un peu comme l'Europe, s'est retrouvée sans ressources pétrolifères ou gazières et a voulu prendre très rapidement le tournant de l'électrification, des batteries, des énergies renouvelables, du nucléaire, de l'hydraulique, mais de faire en sorte de ne pas dépendre de pays tierces pour son énergie, sachant que l'énergie est le sang de notre économie, est à la base de tout dans notre société. Et donc la Chine a pu avoir cette vision beaucoup plus long terme et bien en avance que l'Europe n'a pas encore et qu'elle n'arrive pas, elle, à déclencher, alors que le Pakistan a réussi, lui aussi, à comprendre que sa dépendance allait lui coûter trop cher et qu'il fallait réagir. Alors, les raisons sont différentes. Le Pakistan, c'est un peu parce qu'ils n'avaient pas le choix, entre guillemets, c'est que les gens souffrent et donc il y avait une sorte Mais nous, de... ça nous a coûté 20 milliards. Alors, à la France, juste le bouclier tarifaire. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive pas à s'en remettre. Alors, on est tout à fait d'accord. La Chine a un exemple intéressant parce qu'en fait, là encore, il y a plusieurs choses qui convergent. La Chine, c'est un mouvement, l'électrification, qui a commencé il y a 15-20 ans. C'est pas tout neuf. Et leur points de départ sont multiples. Le premier, c'est que la Chine a une vraie question d'indépendance énergétique. Est-ce qu'ils vont arriver à l'indépendance pure? C'est une autre question, mais il y a une vraie question de dépendance aux autres. Il y a une question de... On ne fait pas forcément confiance aux Américains et à d'autres. Donc, il y a plusieurs choses qui se disent. Et donc, ils ont fait le constat suivant, c'est que on a des ressources métalliques, par exemple. On a du gaz, mais on n'en a pas tant que ça non plus. On n'a pas de pétrole. C'est quoi l'avenir? Et donc, ils ont commencé à regarder à long terme et ils se sont dit, nous, l'avenir, c'est l'électrification, c'est l'électricité. Ils se sont dit aussi, tiens, on veut monter une industrie automobile. Il se trouve qu'on n'est pas des experts en voitures thermiques. Si on veut être en compétition avec les Européens, est-ce qu'on essaie de rattraper notre retard technologique sur les moteurs diesel, etc. ou est-ce qu'on essaie de passer sur ce que nous, on croit être la prochaine étape, qui est la voiture électrique? Et donc il y a tout un plan économique qui s'est monté derrière. Et quand on lit le dernier plan à 5 ans de la Chine, c'est vraiment basé sur la compétitivité, la sécurité énergétique et la résilience. Et donc, ils ont fait ces choix-là. Ils ont démarré très, très tôt. On trouve des discours du dirigeant chinois il y a 15-20 ans où il dit déjà qu'ils vont investir beaucoup dans les métaux critiques, dans les chaînes de valeur. Parce que ce qu'ils ont compris aussi, c'est que maîtriser tes chaînes de valeur, c'est là que tu construis ta résilience. Et donc la question, par exemple, si tu dépends du pétrole, donc tu sais que tes chaînes de valeur, elles sont quand même un peu sensibles, eux se sont dit, nous, on va investir dans l'ensemble de la chaîne. On va produire des voitures électriques, on va produire des batteries, on va produire à peu près tout ce qu'on peut. Et en plus, on va investir dans des mines, et en plus, on va investir dans le raffinage, etc. Donc c'est une stratégie de long terme. Derrière. Et le recyclage. Et donc la Chine, elle s'électrifie. Et c'est marrant, entre guillemets. Tu vois, en France, 25% de notre énergie finale, c'est l'électricité. La Chine sont déjà à 40%. En fait, ils électrifient les usages extrêmement rapidement. Pour un pays de 1,2 milliard d'habitants. Et ça augmente très vite. La Chine a compris que l'électricité, c'était le vecteur énergétique de l'avenir. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, tout le monde les critiquait en disant « Ouais, des voitures électriques avec des centrales à charbon, franchement, c'est pas très très malin. » Ce qu'ils avaient compris à l'époque, s'ils électrifiaient leurs voitures et qu'en même temps ils essayaient de décarboner et de développer leur système électrique, à terme ça paierait parce qu'ils auraient déjà fait le chemin. Plutôt que de dire on va, je ne sais pas combien de voitures aura la Chine au final, mais au lieu de construire un stock de 600 millions de voitures thermiques que tu vas devoir ensuite transformer en voitures électriques, ils se sont dit on va faire les deux en même temps. Et on commence à voir les effets parce que ça diminue leur demande en pétrole, parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de voitures électriques que d'autres pays. Et en même temps, leur système électrique, il est en train tout doucement, parce qu'il faut le temps de le construire, de se décarboner aussi. Donc, c'est un exemple assez intéressant, ça nécessite de la vision de long terme. C'est très intéressant parce que pour le coup, on ne peut pas imaginer que la Chine l'ait fait juste pour l'écologie. Tu parlais de Bloomberg, il y a un autre article récemment qui est sorti sur la valeur des exportations des énergies, donc du pétrole, des énergies fossiles des États-Unis depuis le début de l'année, VS la valeur des exportations de la Chine en technologie verte, donc c'est-à-dire électricité, batterie ou voitures électriques et tout, ça dépasse celle des États-Unis et de plusieurs dizaines de milliards. Alors, j'imagine à quel point tous les auditeurs et auditrices brûlent actuellement de dire oui, mais les métaux, oui, mais les mines, oui, mais tout ça. On va en parler maintenant. Je pense que pour introduire cette notion justement des énergies renouvelables et de toutes les critiques qu'on peut faire et de tous les sujets un peu brûlants, il faut rappeler que finalement, on va passer dans cette transition énergétique d'un modèle de flux qui brûle. Donc, il me faut toujours un gros tuyau où il y a du gaz, du pétrole qui arrive et je le brûle, à un modèle de stock
et d'équipements. Rappelons-nous d'une chose, c'est qu'à l'échelle mondiale, on utilise 17 milliards de tonnes de charbon, gaz, pétrole par an. Ces 17 milliards de tonnes, en énorme majorité, on les brûle. Ce déchet est émis dans l'atmosphère. 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émis juste par la combustion d'énergie fossile. Tu l'as dit, c'est un système de flux. On a très peu de réserves. Gaz, pétrole, je sais pas, une trentaine, soixantaine de jours, ça dépend un peu des pays. Donc c'est un système où on voit bien que dès que le flux s'arrête, on souffre tous assez rapidement. On va se baser sur un système maintenant qui va être beaucoup plus basé sur l'électricité. On pense techniquement que l'électricité représentera 60-70% de notre énergie finale dans le futur, même peut-être plus. En fait, plus on regarde, plus on s'aperçoit qu'on va pouvoir électrifier, contre 20% maintenant. Cette électricité, elle doit être produite, évidemment, et ça va être beaucoup plus avec quoi ? Des renouvelables, donc du solaire, de l'éolien, du nucléaire pour les pays qui auront fait le choix, de la géothermie qui est en train de connaître une vraie renaissance. Le nucléaire est un peu différent parce qu'il faut quand même amener un stock, mais bon, en France, on a du stock. Et en fait, comme tu l'as dit, on construit une infrastructure sur laquelle ce qui te prend du capital, c'est de construire ton infrastructure, d'installer tes panneaux solaires et tes éoliennes. Une fois qu'ils sont installés, ils produisent pendant 25-30 ans. Un panneau solaire, maintenant, les garanties sont vachement étendues. On sait que pendant 25 ans, ça produit. Tu construis cette infrastructure, tu dépends d'autres pays parce qu'on ne produit pas suffisamment de panneaux solaires en Europe. Mais si quelqu'un décide de ne plus te livrer de panneaux solaires, ceux que tu as déjà, ils produisent. Et je fais une petite pause dans cette interview pour vous rappeler que la transition, ce n'est pas qu'une histoire d'énergie, mais c'est aussi une histoire d'argent, de votre argent. En fait, les géants d'hier qui produisaient le charbon, le pétrole ou le gaz, donc vraiment le sang de notre économie, sont en déclin. Les capitaux quittent massivement donc ces énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables ou les grosses infrastructures énergétiques. Et donc la rentabilité de long terme, elle se trouve plus dans le pétrole, dans le fossile, mais dans la transition énergétique. Et chez Greengot, on vous permet d'investir dès maintenant dans les entreprises clés de cette transition pour avoir une longueur d'avance et participer à l'économie qui sera championne de demain. Et pour le quotidien, on a aussi créé une app et un compte courant avec une carte premium qui vous donne accès à des avantages que vous avez nulle part ailleurs. Alors si vous voulez donner un temps d'avance à votre épargne, je vous laisse un lien en description et on retourne à notre interview avec Greg. Donc on extrait 17 milliards de tonnes de pétrole, de gaz et de charbon. Combien de métaux critiques et terres rares il faudrait extraire pour faire notre transition énergétique à l'échelle mondiale de tonnes. Si on prend l'ensemble des métaux, en incluant l'acier, le fer, dont on a besoin pour construire des infrastructures, etc. Si on prend un scénario où on décarbonait d'ici 2050, ce qui n'est pas gagné, mais admettons, on fait tout ça, les estimations qui ont été faites, c'est qu'il faudrait à peu près 8 à 9 milliards de tonnes de métaux au total pour transformer l'ensemble du système énergétique. D'accord ? Et donc 9 milliards de tonnes de métaux, c'est à peu près la même quantité de charbon qu'on brûle en une année. Donc ça fait beaucoup de métaux, mais c'est quasiment à 50%, c'est du fer, qui n'est pas un problème, on en a plein du fer, mais en quantité, on va avoir besoin beaucoup moins de métaux qu'on utilise de fossiles. Et c'est un peu le paradoxe de la transition énergétique qui est dur à comprendre, c'est que la transition énergétique va diminuer la pression d'extraction de ressources. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, tu pars d'un système où tu extrais 17 milliards de tonnes de fossiles, et surtout, si on parle de mines, c'est du charbon, c'est 9 milliards de tonnes. En fait, on est sur un système hyper extractif. La quantité d'extraction va diminuer. On en aura toujours besoin, du moins tant qu'on n'a pas construit un stock suffisant, mais on passe sur des ordres de grandeur qui commencent à changer. Alors évidemment, quelqu'un là va me dire « Ah oui, mais non, attends, non, parce qu'en fait, quand tu extrais du cuivre, tu as 1%, 2%. Une tonne de cuivre, il faut 100 tonnes de roche. Exactement. Donc, tu as effectivement la quantité de métaux que tu bouges, ce qu'on appelle en anglais le total material requirement. Si j'ai besoin d'une tonne de cuivre, combien j'ai besoin d'extra de roche. Mais même en prenant ça en compte, on s'aperçoit que la quantité totale de roche qu'on va extraire va diminuer avec la transition énergétique. C'est drôle parce que c'est pas du tout l'image qu'on a justement de la transition. On a l'impression qu'il va falloir ouvrir la terre en deux, prendre plein de métaux, alors qu'en fait, in fine, ça va finalement demander d'extraire moins. Alors on l'a vu, il y a quand même beaucoup de roches qui sont extraites, mais la beauté de la chose, c'est qu'une fois qu'on a extrait ces métaux, on n'a pas, l'année d'après, à réextraire la même quantité. Contrairement aux énergies fossiles, où l'année d'après, je dois réextraire encore mes 8 milliards de tonnes de charbon, et l'année d'après, encore mes 8 milliards de tonnes. En théorie, ça ouvre la perspective, ce que les gens vont appeler l'économie circulaire. Il y aura toujours une limite, donc on aura certainement toujours besoin d'un certain niveau d'extraction, parce que tu as des pertes, parce que différentes choses. Mais oui, en effet,
Alors, la question, c'est jusqu'où on pousse les choses, en fait. Est-ce qu'on est sérieux sur le recyclage? Et donc, c'est une volonté politique. Mais tu as déjà une proof of work qui est déjà là en Chine, où ils arrivent à recycler 80%, il me semble, de leur batterie. Donc la Chine, j'ai regardé les chiffres. C'est pas hyper simple à trouver parce que il y a plein de choses. Ils récupèrent déjà plus de 40% des batteries hors d'usage ou qui sont plus utilisées. Et sur ces batteries, ils arrivent à récupérer plus de 95% des métaux qui sont dedans. Certains papiers parlent même de voir de 99%. Donc on sait que le procédé... C'est pas complètement utopique. Non, c'est déjà là. Le procédé existe. Il y a la question de comment tu récupères. C'est un peu la même question que sur les plastiques. Les gens disent qu'il faut recycler le plastique. Ouais, la première étape, c'est de ne pas le jeter dans la nature pour qu'on puisse le collecter. La batterie, ça va être la même chose. Comment on organise les chaînes de récupération. L'Europe a fait un truc intéressant, qui est un passeport sur les batteries pour suivre d'où viennent les métaux, jusqu'où ils vont, etc. Donc il y a cette question-là. Mais techniquement, on sait faire. Il y a une question de coût. Ça va peut-être coûter plus cher de recycler des métaux que d'aller en extraire. Mais ça, on revient après sur une question économique et pourquoi on n'internalise pas les externalités. Mais donc oui, techniquement, c'est possible. Après, plus on va vouloir recycler, plus on va peut-être se poser des questions sur la conception. Comment on conçoit une batterie pour qu'elle soit plus facilement recyclable? Parce qu'une batterie, à l'heure actuelle, il y a plein de modèles différents. Il y a encore beaucoup de parties manuelles où tu dois séparer les différentes parties de la batterie pour aller récupérer la masse de métaux, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une marge de progrès énorme. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut des incitations pour dire aux gens, non, en fait, il va falloir récupérer vos batteries et les recycler. Mais techniquement, c'est possible. T'es président de la France, c'est quoi ta mesure? Ma mesure, je réindustrialise parce qu'en fait, on n'en a pas trop parlé, mais c'est le nerf de la guerre aussi, en fait. Si tu veux être plus résilient, il faut être capable de produire plus de choses sur ton territoire et ça nécessite de rouvrir des usines. Alors, ce n'est pas l'usine d'antan d'il y a 50 ans, mais ça nécessite de réindustrialiser. Et l'intérêt aussi, c'est que quand tu as une électricité bas carbone comme en France, autant construire des industries en France parce qu'elles bénéficient d'une électricité qui est déjà décarbonée. Et c'est intéressant parce que ça te permet de former, de donner des emplois, etc. Et donc, je pense que ça serait industrialiser et électrifier. Donc, du coup, ça fait deux, mais ouais, c'est ça. Peut-être remettre sur pied cette notion d'industrialisation et du fait que les pays non industrialisés ont un avenir difficile. Donc tu veux dire que cette transition énergétique, en plus de émettre moins de CO2, donc de moins réchauffer l'atmosphère, en plus de limiter notre dépendance à des régimes autoritaires, en plus de diminuer potentiellement notre facture d'électricité, permettrait aussi de développer des nouveaux emplois sur le sol français? Oui, beaucoup d'études pointent du doigt que en fait, la transition énergétique va générer des emplois et pas des emplois peu qualifiés. On le sait peut-être pas assez, mais beaucoup de gens qui travaillent dans le solaire, les installateurs, etc., sont très demandés en ce moment. Ils gagnent des salaires qui sont quand même corrects. Aux États-Unis notamment, les gens sont plutôt bien payés. Il y a une pénurie de gens qui installent ces choses-là. Donc, on gère des emplois qui sont en plus de qualité. Pour toi, la transition, investir dans la transition, c'est pour les pièges jaunes, c'est pour le petit surplus qu'on veut faire pour se donner bonne conscience, ou c'est une opportunité historique justement dans la création de valeur? C'est une opportunité énorme de création de valeur parce qu'il faut reconstruire des chaînes logistiques, il faut reconstruire un système énergétique, donc ça nécessite beaucoup d'investissements de construction et de génération de valeur. Au tout début, quand tu le fais, il y a une sorte de coût économique, notamment parce que, encore une fois, comme on ne paye pas les émissions de carbone, tu es en compétition avec un truc qui est quand même subventionné de façon indirecte, voire même de façon directe, mais on voit que ça génère de la valeur. Les fonds d'investissement pour le climat, par exemple, dans le domaine du capital risque, les fonds climat performent mieux que pas mal de fonds plus généralistes, etc. Donc on voit qu'il y a des retours, on voit qu'il y a des... Donc là, je parle de plutôt ce qui est early stage. On voit des retours sur investissement, on voit des exits, on voit des choses qui sortent. Si tu regardes plus dans la chaîne de valeur bien développée, une entreprise comme BYD, elle fait des bénéfices et elle produit des produits de qualité. On voit plein de projets de renouvelables, etc., qui génèrent de l'argent. Parce que si les gens ne faisaient pas d'argent, on ne verrait pas de gros fonds d'equity. Et si tu connais toutes ces questions-là bien mieux que moi, mais si ça ne faisait pas d'argent, ces gros fonds d'equity, ces fonds de pension, etc., n'iraient pas investir parce qu'ils ne sont pas trop risqués. Le fait qu'on ne les voit pas trop divestir en ce moment, malgré le climat politique, je pense que ça donne un signal qui est qu'il y a des retours et donc il y a de l'argent à faire. Tu veux dire désinvestir? On les voit pas trop désinvestir. On les voit pas désinvestir, ouais. On les voit pas désinvestir. Les chiffres que j'ai pu voir, etc. On voit pas de gros fonds sortir massivement de tout ce qui est pour le climat. On a vu un peu de rebranding. On a vu les gens dire je fais plus climat, mais en fait j'investis dans l'énergie. Donc on a vu des trucs comme ça. Mais quand tu regardes la somme d'investissement, les données que j'ai pu voir, et peut-être que tu as vu d'autres trucs, ne montrent pas que les gens se désintéressent complètement de ces trucs-là. Peut-être qu'ils disent plus j'investis parce que je veux sauver le climat, mais ils investissent parce qu'ils voient des retours économiques. Donc il y a une vraie valeur. Au tout début, tu dois subventionner un peu parce que tu dois démarrer des industries, etc. Mais on voit quand même que c'est un système qui arrive à générer de la valeur. Même en Afrique, on voit beaucoup d'investisseurs investir dans les projets de renouvelables, etc. et avoir des retours. Nous, chez Green Got,
C'est un des discours contre lequel on se bat le plus, à savoir que ces lobbies qui ont mis dans la tête des gens que investir dans la transition, c'était de la philanthropie et qu'on pouvait absolument ne rien attendre en termes de performance et de rendement. Nous, quand on voit dans nos portefeuilles, on a des entreprises comme KTL, leader des batteries qui fait plus 50% en un an. First Solar, pareil, panneaux solaires, plus 50% en un an. Enfin, c'est des performances incroyables. Et même sur notre assurance vie, du coup, on a tout ça dans un portefeuille. On va jusqu'à 8,3% net de frais par an. Alors évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures et investir comporte un risque en perte de capital. Mais c'est incroyable à quel point il y a de la création de valeur. Et c'est très logique quand on y pense, puisque ces grosses entreprises qui étaient installées sont en train d'être mises de côté par des nouvelles entreprises qui sont en train d'émerger. Et les personnes qui vont investir dans cette entreprise, qui vont les soutenir maintenant, vont être celles qui vont récolter les fruits, le plus de fruits plus tard. Exactement. Et à l'opposé, on va avoir de plus en plus de retours sur investissement difficiles dans le fossile. Ça va devenir de plus en plus compliqué d'investir dans les fossiles où tu investis aussi sur des échelles de temps relativement longues parce que tu n'es pas sûr d'avoir la demande en face. On est en train de voir une demande en énergie fossile qui arrive à un plateau. Alors ça ne diminue pas encore, mais ça commence à arriver à un plateau. Quand la demande va baisser, la question c'est qu'est-ce qui va se passer ? Parce que tu dois continuellement investir en upstream pour continuer à produire, parce qu'un champ de pétrole, par exemple, ça vieillit, tu produis moins, donc tu réinvestis, etc. Tu dois, en théorie, ouvrir des nouvelles exploitations ou des nouveaux champs, etc. Ça prend beaucoup d'argent et quand tu le fais pas pour 3 ans. Tu investis sur des trucs qui sont censés donner pendant 15 ou 20 ans. À partir du moment où la demande diminue, ça va commencer à devenir vraiment compliqué. Il y a des projets qui vont être beaucoup moins rentables. Donc on va voir en fait un transfert aussi de rentabilité de l'industrie fossile vers les autres industries. Et on risque aussi de voir des gens qui vont perdre de l'argent parce qu'il y a des projets qui vont devenir des assets morts, enfin des assets échoués. Et c'est le gros problème d'ailleurs de la transition, ça va être de prévoir un tout petit peu ces actifs échoués pour essayer de limiter parce que tu veux pas non plus, tu veux pas non plus ruiner l'économie, ruiner les gens qui ont investi dedans. Mais on va le voir ça, parce qu'il y a un moment, il va falloir fermer des centrales à charbon qui vont fermer au bout de 20 ans alors qu'elles ont été construites pour 50. Et ça coûte même en Chine. Une centrale à charbon, ça coûte $1 milliard. Donc si tu la fermes beaucoup plus tôt, tu n'as pas les revenus que tu attends, etc. Et donc on va voir tout ça qui va se mettre en place. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que d'une, on voit des retours sur investissement intéressants dans les énergies du futur, entre guillemets, et on va avoir de plus en plus de risques sur la partie fossile. Et après, juste un petit truc, je ne suis pas un financier, c'est vrai que là, temporairement, on voit les actions de toutes les entreprises pétrolières augmenter très fort parce que les prix augmentent, etc. Mais je pense qu'il faut être capable de distinguer le signal du bruit, entre guillemets, qui est que là, le marché réagit à une pénurie ou une restriction de production. Mais à long terme, la tendance, elle est là, en fait. On commence à la voir et ça va accélérer assez rapidement. Une fois que la demande diminue, ça va diminuer de plus en plus vite. Quand on regarde à quel point les banques européennes sont exposées aux fossiles, elles ont pour l'équivalent de 532 milliards d'actifs, donc liés directement à des puits de pétrole, à des mines de charbon, ce qui représente l'équivalent de 95% de leurs fonds propres, ce qui représente donc un risque systémique majeur. Et donc on a des épargnants, comme toi, comme moi, comme n'importe qui dans la rue, qui a son argent dans ces banques et qui, sans le savoir d'un côté, finance un monde qui ne va pas dans son sens et qui n'est pas bon ni pour son avenir, ni pour celui de ses proches, ni pour quoi que ce soit. Et de l'autre, un épargnant aussi qui s'expose à un risque des actifs échoués sans en avoir complètement conscience, voire pas du tout conscience, et qui peut avoir un impact sur sa vie, mais immense. Et ça va même plus loin, dans le sens où si on commence pas à investir dans l'adaptation, en fait, cette classe d'actifs échoués pourrait augmenter parce qu'il va y avoir une vraie question des logements, comment construire des logements qui sont adaptés à un climat qui change. Et ça, c'est un risque que beaucoup pointent depuis très longtemps, qui est, il y a plein d'actifs, même immobiliers par exemple, qui sont quand même vraiment sous la menace du changement climatique. Et donc, ce qu'on croyait là aussi être un peu un truc philanthropique de s'adapter au changement climatique, ça va devenir un impératif économique, d'une pour limiter les pertes, mais aussi, là aussi, ça va être une création de valeur. Comment on dessine une ville, des systèmes de transport, etc., qui sont résilients dans un monde qui va changer quand même beaucoup plus. Et donc, à partir de là, tu vois que tout le monde se dit, en fait, je suis en train de perdre de l'argent, donc c'est même plus une question de est-ce que je peux en gagner, c'est comment je change mon portefeuille complètement, parce que ma façon de faire à l'heure actuelle, elle est plus adaptée à un monde qui change. Il y avait des choses intéressantes sur l'assurance, par exemple, où on avait regardé aux États-Unis si on pouvait pas utiliser ce moment un peu de la crise de l'assurance pour faire comprendre que le changement climatique, ça allait impacter beaucoup plus de choses que ce que les gens pensaient. Parce qu'à partir du moment où tu peux plus assurer ta maison,
le risque que tu prends en tant que particulier ou en général, tu ne peux pas acheter 50 000, enfin, tu vois, ta maison, tu t'es investi dedans, si tu la perds et que tu n'as plus d'assurance, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de refinancer une maison. Et donc, c'est de dire, la raison pour laquelle votre assurance, elle augmente, votre premium d'assurance, il augmente, c'est aussi le changement climatique. Et je pense que c'est là où ce que vous faites est assez extraordinaire, c'est que vous montrez aux gens qu'il y a moyen de financer la transition avec son argent. Et quand tu es client d'une grande banque, parfois tu es client juste parce que c'était pratique et que ça fait 20 ans que tu es client de la banque, etc. Je pense que les gens ne comprennent pas que leur argent pourrait faire mieux. Tu l'as dit au début de cette interview, je pense qu'on a un petit peu péché en se disant qu'on ne va pas faire de la communication comme les autres le font, on ne va pas payer des lobbyistes qui sont du coup des experts en communication et un peu en influence. Et donc, les grosses entreprises qui ont du coup accumulé énormément d'argent dans le fossile ou les États qui ont tiré énormément de pouvoir de cette manne, eux sont organisés, eux sont un petit nombre d'acteurs et ont réussi à toujours verrouiller, tandis que du côté climat, du côté transition énergétique, en effet, c'est des entreprises qui sont plus jeunes, des pays qui y sont mis depuis moins longtemps et du coup qui n'ont pas tiré encore toute la manne financière et des scientifiques dont le métier c'est pas du tout la communication, qui n'arrivent pas du tout en fait à convaincre. On paye les prix, alors que depuis le début de cet échange, on ne comprend pas comment c'est possible de ne pas se dire, pour tous les arguments qu'il y a, de se dire, mais allons électrifier l'Europe, notre pays, mais même au-delà même du climat, des dauphins, des ours polaires ou quoi que ce soit, juste pour notre autonomie, pour l'idée qu'on a de la démocratie et de ne pas avoir de chantage de la part soit des États-Unis, de la Russie ou d'autres. C'est fou qu'on n'arrive pas d'être assez bon pour faire passer ce message. Oui, et j'avais publié un article juste quand je suis parti de la Fondation pour essayer de... J'avais regardé en arrière, parce que ça faisait 5 ou 6 ans que je travaillais sur le climat, et moi-même me dire qu'est-ce que j'ai appris en 5 ou 6 ans. Et c'était une des choses que j'avais écrites, c'est de dire effectivement, on s'est peut-être un peu planté sur la façon dont on communique les choses, et on a peut-être été trop, et je dis vraiment on parce que je m'inclus dedans, on a peut-être été un peu trop naïf sur ce qui allait faire bouger les choses. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sympathie, parce que j'admire les gens qui sont engagés et tout. Donc c'est pas une critique, c'est plus, on a peut-être tous pensé que dire le climat, ça allait changer plein de choses, ça allait être dur, etc. On voit que ça a des limites. Clairement, il y a quelque chose qu'on doit faire au niveau de narration. C'est la deuxième crise énergétique en 3 ans dans laquelle on rentre. J'espère que ça va enfin rentrer dans les cœurs ou dans les têtes de tout le monde que, encore une fois, si tu t'intéresses pas aux ours polaires et au climat, mais que tu aimerais bien avoir un prix de l'électricité plus ou moins bas et qui est pas trop dépendant des énergies fossiles, tu dois décarboner. Si tu t'intéresses à un modèle économique... démocratie ou un modèle juste voilà, comme ça. Exactement. Et je trouve que ça serait très intéressant que tu nous expliques un petit peu comment s'organisent justement ces lobbies entre les lobbies des énergies fossiles et ceux de la transition énergétique, donc des énergies renouvelables, par exemple les bas carbone. Si on va prendre le secteur du pétrole. C'est quoi ? C'est quelques grosses majors, quelques grosses entreprises qui contrôlent une bonne partie du marché. Alors on après, parle de cinquantaines d'entreprises, voilà, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Voilà, exactement. On a quand même un nombre relativement petit d'acteurs. Tu vas aux États-Unis, c'est pas beaucoup d'acteurs qui contrôlent la production pétrolière. Quand tu es 10 personnes ou 10 entreprises autour de la table et que tu as plutôt le même intérêt économique, tu sens bien que c'est assez facile. Voilà, et en plus, tu as beaucoup d'argent. Donc, tu as des intérêts convergents, tu n'as pas beaucoup d'interlocuteurs à convaincre de la même chose, et tu vas du coup être beaucoup plus efficace à créer des lobbies qui vont représenter les intérêts d'une énorme entreprise. Et puis, tu as des pays, littéralement, au-delà de l'entreprise, tu as des pays qui vont venir t'aider, qui sont déjà, eux, organisés, c'est l'OPEP, qui ont beaucoup d'argent et qui ont tout à gagner à s'aligner avec toi. Exactement. Donc, tu contrôles relativement facilement un narratif avec énormément d'argent. Tu passes maintenant de l'autre côté de l'équation. Des producteurs de panneaux solaires, il y en a quand même beaucoup, qui sont tous en compétition les uns avec les autres. Ils vont avoir des produits un peu différents, des panneaux un peu différents, etc. Donc, ils sont en compétition l'un avec l'autre. Et c'est des entreprises beaucoup plus jeunes. L'industrie pétrolière, c'est quand même une industrie qui est très vieille, qui a une tradition de créer du lobbying, etc. Donc, tu es face à une industrie qui ne s'est pas encore organisée. Et donc, c'est assez facile de dominer une industrie qui n'est pas très organisée. Puis, si en plus, tu es capable de faire en sorte que cette industrie elle-même s'engueule en interne plutôt qu'elle vienne te critiquer, tu vois, c'est assez facile de créer une dynamique de pouvoir qui est je contrôle les ressources, je contrôle le lobbying, je contrôle le narratif face à vous qui n'êtes pas capable de parler d'une même voix. Greg, on est dans un tokamak. Je pense qu'il est temps d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'un tokamak, en une phrase évidemment, et toi, quel rapport tu as avec ça ?
C'est un dispositif expérimental pour maîtriser la fusion nucléaire. Alors pourquoi un tokamak? Parce que ça a été inventé en URSS il y a bien longtemps maintenant, et c'est un dispositif qui est censé nous permettre de développer un jour la fusion nucléaire comme source d'électricité. Et toi, c'est quoi ton rapport avec la fusion nucléaire? Certains diraient c'est un peu un chewing-gum sur ma chaussure. Pourquoi? Parce qu'a priori, quand on est physicien de la fusion, on le reste pendant toute notre vie. Non, Plutôt pas plus mal, hein? sérieusement, ouais, non, c'est plus sérieusement. J'ai passé 15 ans de ma vie de chercheur à travailler dans la fusion nucléaire. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'interaction entre le gaz très chaud, parce qu'en fait, la fusion, si on chauffe un gaz à 150 millions de degrés pour induire des réactions nucléaires, qui sont des réactions de fusion. Donc, on prend deux petits atomes, on les met l'un proche de l'autre, et ça forme un atome plus gros et ça libère de l'énergie, ce qui est l'inverse exact de ce qu'on fait à l'heure actuelle dans les réacteurs nucléaires, où on prend un gros atome et on le casse. Et donc moi, ma spécialité, c'était le bord qu'on voit, la partie un petit peu rose en bas, c'était comment les matériaux peuvent survivre dans des conditions extrêmes, puisqu'on a un gaz qui est à 150 millions de degrés pas loin, comment on développe des nouveaux matériaux et comment on maîtrise tout ça. Et notamment, j'ai été coordinateur scientifique sur le projet ITER pendant 7 ans, qui est à l'heure actuelle le plus gros projet scientifique au monde en termes de budget et de collaboration. 4000 personnes qui travaillent ensemble à Cadarache, plus l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc toi, tu étais le directeur scientifique de... J'étais un des coordinateurs scientifiques. Quand j'y étais, il y avait 3000 personnes sur site, 20 scientifiques. On avait en gros un expert de chaque domaine. Et donc j'étais un de ces coordinateurs. Et je m'occupais de la partie matériaux, de la partie gestion du combustible. Et je faisais l'interface entre la physique, l'ingénierie de tous les composants qu'on voit, en fait, ce que vous voyez sur le tour de la machine, l'ingénierie de ces composants et la sûreté nucléaire. Donc je travaillais à l'interface entre les trois. La température, c'est 150 millions de degrés, c'est ça? Ouais. J'adorerais te poser la question, quel matériel ou matériau sur Terre peut résister 150 millions de degrés? Est-ce qu'il y a une réponse simple ou pas? Alors, aucun. Par contre, il faut juste avoir une petite nuance. Si oui. on était vraiment dans un tokamak, en fait, on ne pourrait pas être dans un tokamak parce que c'est une machine qui est sous vide. On n'est pas vraiment dans un tokamak là? Alors, ce qu'on voit autour de nous, par exemple le gaz et le plasma, si tu prends ITER, 1000 m3, il y a 1 gramme de combustible à l'intérieur, c'est tout. La pression est très 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 basse. Et donc, quand on parle de température, pour ceux qui se souviennent de leur leçon de physique, la température, c'est la vitesse à laquelle les particules bougent. Donc, on est dans un gaz qui est très très peu dense. La pression, quand il y a du gaz dans un tokamak, c'est 1 million, 10 millions de fois plus faible que la pression qui est autour de nous. Donc, c'est une très très faible pression, très peu de matière. Et donc, il y a une température très élevée. Ça ne veut pas dire que c'est comme si je chauffais une plaque électrique à une température de 150 millions de degrés. Maintenant, souvent, nous, on parle en Donc flux. Le ressenti, c'est pas 150 Alors le millions de ressenti, degrés. on ne pourrait pas l'avoir parce qu'encore une fois, notre corps exploserait à cause vide. Mais en fait, juste la façon de l'imaginer, c'est plutôt ce qu'on appelle un flux de chaleur, c'est-à-dire combien de puissance est déposée sur des surfaces quand tu es dans un tokamak. Donc pour tous ceux qui ont vu des satellites rentrer dans l'atmosphère ou la navette spatiale, c'est rouge, ça émet plein de... Enfin, c'est flammes, ça brûle, quoi. Ouais, t'as le frottement contre l'air. Tu viens très vite, tu as le frottement de l'air et donc ça chauffe. Typiquement, c'est des flux denses de chaleur de 1 demi-million de watts par mètre carré, 1 demi-mégawatt par mètre carré. Dans la fusion, ce qu'on voit, la partie un peu rose, là en bas, on est à 20 fois plus que ça. Donc c'est des flux de chaleur qui sont énormes. Pour donner un petit exemple, on utilise beaucoup de tungstène dans un tokamak parce que c'est le métal sur Terre qui a le point de fusion le plus élevé. Le point où ça devient liquide, c'est 3422 degrés pour être très précis. Les flux de chaleur que tu as dans un tokamak, ça te permettrait de passer de 20 degrés, qui est à peu près la température de cette salle, à 3422 degrés en 3 secondes. Donc il y a plein de façons de faire. Le matériau lui-même ne peut pas résister. On essaye de refroidir le plasma avant qu'il arrive. On dessine les matériaux d'une façon particulière pour élargir la zone sur laquelle la chaleur est déposée. Et on fait en sorte qu'on puisse réparer ces composants régulièrement. Donc c'est pas un podcast sur la fusion, mais mettez-le en commentaire si vous avez envie qu'on reprenne une session avec Greg pour qu'il nous explique toute la fusion nucléaire. En revanche, on parle beaucoup d'énergie depuis le début de cet échange. Pour beaucoup, la fusion, ça sera notre salut, puisque c'est de l'énergie illimitée. Il n'y a plus le problème de déchets nucléaires, puisqu'on prend ces 2 atomes d'hélium, il me semble. D'hydrogène. Hydrogène, pardon, pour faire justement un atome d'hélium. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, la fusion, c'est souvent présenté un peu comme le Graal de l'énergie, parce qu'effectivement, c'est potentiellement hyper abondant, même si on peut se poser la question avec le solaire et le nucléaire actuel, l'abondance, c'est pas un problème non plus. Donc, c'est en principe hyper abondant, puisqu'on récupère le combustible de l'eau de mer. C'est une forme d'hydrogène un petit peu plus lourde. Donc, très abondant. Très abondant, c'est dans l'océan, c'est pour 6500 molécules classiques. Tu as une molécule où tu as l'atome que tu as besoin, on sait l'extraire, donc il y en a. L'autre, on utilise du lithium pour produire l'autre partie du combustible qui est le tritium. Donc, la ressource, c'est pas un problème. Donc, c'est vrai qu'en théorie, c'est abondant, même si c'est marrant parce que quand on a commencé à travailler sur la fusion, notre notion d'abondance était certainement différente que celle de maintenant, où on a du photovoltaïque qui est hyper abondant. Alors, pour les déchets,
il faut être un peu prudent, il n'y a pas de déchets à vie longue. Donc ça pose des questions différentes de stockage des déchets, mais tu génères quand même des déchets parce que tu as un procédé nucléaire au centre et tu actives tes matériaux autour. On estime en général qu'au bout de quelques centaines d'années, tu es capable de recycler l'ensemble de ces métaux et de les mettre dans le circuit classique. Donc, ce n'est pas la même façon, ce n'est pas la même problématique que de stocker des déchets pour 10 000 ou 20 000 ans, parce qu'on imagine plus à l'échelle humaine 100, 200 ans de stockage, on voit à quoi ça ressemble. On a plein de bâtiments autour de nous dans Paris qui ont été construits il y a 200 ans, donc ça, on sait faire, on sait imaginer. Dans le nucléaire classique, les gens ont un peu de mal avec les échelles de temps, même si techniquement, ce n'est pas non plus un problème, on sait faire. Et surtout, la grosse différence, c'est que dans un réacteur nucléaire classique, la réaction, elle s'auto-entretient et elle peut s'accélérer. Donc, si je simplifie vraiment, dans un réacteur comme les réacteurs français, on passe notre temps à modérer la réaction, on la ralentit. Et donc, il y a un risque qu'elle puisse s'emballer. Ce qu'on a pu voir, par exemple, à Tchernobyl, où pour différentes raisons, la réaction s'est emballée et donc ça a fondu le cœur, etc. Dans la fusion, c'est le contraire. Nous, on passe notre temps à se battre pour que la réaction démarre. Et donc, en fait, s'il se passe quoi que ce soit, la réaction s'arrête extrêmement vite, en quelques millièmes de seconde. Donc, d'un point de vue sûreté, la fusion est intrinsèquement sûre parce qu'en fait, rien ne veut être là. En fait. Et c'est pour ça que la fusion est aussi difficile, c'est que tu passes ton temps à te battre contre tout ce qui fait que tu ne veux pas avoir de la fusion. Et c'est marrant parce que, donc, la fusion, c'est toujours pas une source d'énergie qu'on sait utiliser. Hein, on n'a toujours pas de réacteur à fusion nucléaire. Mais ouais, c'est un peu ce mythe de la fusion comme énergie abondante, etc. On en aura de ton vivant, tu penses ? Ça dépend jusqu'à quel âge tu penses que je vivrai. Mais si je prends l'estimation, l'espérance de vie moyenne en France, 40 ans, enfin il me reste 40 ans. Oui, je pense que dans les 10 prochaines années, on verra une démonstration de la production d'électricité par la fusion. Et je parle bien de démonstration, donc c'est la première étape. Tu montres que tu sais produire de l'électricité via le procédé, et donc que tu le maîtrises suffisamment. Après, il y a une question, est-ce qu'on arrivera à le faire à un coût économique intéressant ? Parce qu'on est dans une course où les autres ne nous attendent pas. Hein. Dans la fusion, le photovoltaïque, les prix diminuent extrêmement rapidement, les coûts diminuent rapidement. Donc est-ce que ça sera économique ? Je ne sais pas, mais oui, je pense que de mon vivant, on verra que la fusion est potentiellement utilisable comme source d'électricité. On voit que Bill Gates, Sam Altman, beaucoup de milliardaires misent beaucoup sur cette fusion. Et moi, à chaque fois qu'on m'en parle ou que j'en parle, j'ai toujours cette petite réflexion d'Aurélien Barraud dans la tête qui dit qu'on peut tout détruire avec un tractopelle électrique fourni par la fusion ou par du photovoltaïque. J'ai pas tes connaissances, hein, donc c'est mon idée de la chose, mais que ça peut être si abondant qu'on puisse se dire ok, maintenant on peut tout transformer et que jusqu'ici l'humain, quand il a transformé son habitat, ça n'a pas été pour le meilleur. Alors, c'est un très bon point et ça pose une question plus philosophique de comment on imagine notre rapport à la nature. La fusion, c'est quand même un truc qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, c'est pas demain, la veille, qu'on aura 100% de notre système énergétique basé sur la fusion et ça sera peut-être jamais 100% de toute façon. Donc, techniquement, ça reste quand même difficile. Donc, il y a d'autres problèmes. En fait, pour l'instant, le risque, c'est pas d'avoir trop d'énergie, c'est plutôt de ne pas réussir à maîtriser la fusion. L'autre chose, et je le répète, c'est qu'en fait, c'est assez intéressant. La fusion rentre dans une époque où il n'est pas impossible que ça arrive dans un mix énergétique dans lequel ça ne peut plus s'insérer parce que c'est pas suffisamment économique. Parce que la fusion, c'est quand même, quand on regarde l'image qui est derrière nous, ce sont des machines qui sont quand même assez complexes, qui vont être chères à construire. Peu de pays maîtrisent l'ensemble des technologies qu'il faut pour construire une enceinte de fusion. Et donc, avant qu'on imagine un système totalement démocratisable qu'on peut aller installer partout dans le monde, il reste quand même beaucoup de chemin. Et comme ça nécessite quand même des technologies de pointe, le coût, notamment, c'est du coût de capital. Au début, il faut construire une installation et ensuite l'opérer. Il est quand même très élevé. Et on se bat contre un système où le photovoltaïque est de moins en moins cher, les batteries sont de moins en moins chères. Donc l'équation économique, elle est moins claire qu'elle pouvait y être il y a 30 ans. Donc je dirais que si on s'inquiète d'avoir trop d'électricité, ce qui n'est vraiment pas notre problème en ce moment, trop d'électricité bas carbone, les renouvelables sont quand même ce qui est en train de changer beaucoup la donne et les batteries. Donc le présupposé est vrai. Si on peut faire ce qu'on veut avec de l'énergie, on peut faire plein de choses mauvaises parce qu'on transforme notre environnement. Je pense que la fusion, c'est pas aussi limité que les gens veulent bien le penser. On en est où du projet ITER ? Dans ITER, ils sont en train d'essayer de construire encore la machine parce que c'est des pièces qui font 20 mètres de haut, 350 tonnes, que tu dois aligner avec leurs voisines à l'échelle du dixième de millimètre. Et c'est un environnement où tu as des champs magnétiques extrêmes, des gradients de température extrêmes parce que tu as ton plasma qui est à 150 millions de degrés, 2
mètres plus loin, tu as une bobine magnétique qui est refroidie à moins 270 degrés. En fait, il n'y a pas d'autre endroit dans l'univers où tu as des tels gradients de température. C'est quand même assez impressionnant. Dans l'univers ? Ouais, non, ça n'existe pas dans l'univers, parce qu'en fait, par nature, et c'est pour ça que la fusion est aussi difficile, c'est la nature n'aime pas les grosses variations sur des petites échelles. Elle n'aime pas elle n'aime pas les gradients. Et la fusion, c'est un peu l'extrême, parce que tu as 150 millions de degrés d'un côté, et tu as quasiment le zéro absolu 2 mètres plus loin, et donc la nature essaie de rebalancer les choses, ce qui fait plein d'instabilité. On en est où ? Donc on est en train d'essayer de construire cette machine, qui est un vrai défi d'ingénierie. C'est une machine qui est très grosse. C'est une machine qui a été basée sur des connaissances scientifiques qui ont maintenant quand même plusieurs décines, et la taille a été définie. Donc les choix scientifiques de cette machine ont été faits il y a 30 ans. Ouais. Et pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. À l'époque, on pensait qu'il fallait une machine très grosse, parce que pour différentes raisons, plus ta machine est grosse, plus tu es capable d'avoir des performances intéressantes. Et on était limité de par les technologies qui existaient il y a 30 ans quand le projet a vraiment été finalisé, ou 20 ans quand il a été finalisé, notamment les aimants, qui sont des matériaux supraconducteurs. Les aimants, en ITER, ils utilisent ce qui était possible de faire, ce qui était le mieux il y a une vingtaine d'années. Maintenant, il y a eu une révolution sur les supraconducteurs, on a des matériaux plus performants, etc. Et en fait, si tu es capable d'avoir un aimant plus puissant, tu peux faire une machine plus petite et générer la même quantité d'énergie. Mais ITER, c'est la limite d'un très très gros projet qui est un mammouth, c'est plus un porte-avions à manœuvrer qu'une petite frégate, quoi. On pousse les limites de l'ingénierie et c'est le bon moment en ce moment. J'invite tous ceux qui peuvent à aller visiter le projet parce que c'est là que vous voyez pourquoi c'est si compliqué. C'est facile de lire le journal et de dire on peut aller visiter comme ça ? Ouais, tu peux y aller. Ils prennent des petits groupes. En ce moment, on peut encore aller quasiment au cœur de la machine. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est extrêmement difficile. C'est facile de vous lire des articles, de dire « Ah là là, ils sont encore en retard, et c'est trop cher, etc. » Il y a des raisons. Il y a eu plein d'erreurs certainement, mais il y a aussi des raisons qui sont que tu es dans la pointe de l'ingénierie. C'est assez impressionnant ce qui se passe là-bas. Et donc, il faut le construire. Maintenant, il est en construction de toute façon. Ça apportera beaucoup de connaissances scientifiques. En parallèle, il y a des gens qui sont lancés en mode plus start-up et qui expérimentent avec des technologies qui sont plutôt beaucoup plus avancées, beaucoup plus modernes. La question, c'est qui va gagner la course. Raconte-nous l'histoire, l'anecdote un peu drôle justement d'une start-up qui a levé énormément d'argent avec Bill Gates et son rapport avec ITER. Donc ITER, c'est une collaboration internationale. L'Europe apporte à peu près 45% du budget, sachant que c'est plutôt des contributions en nature que de l'argent cash, mais bon, il faut payer les composants que tu dois livrer au projet. Tu as 6 autres partenaires qui, eux, ont à peu près chacun 9% du projet. En 2012-2013, un rapport est sorti. Donc tous les 2 ans, il y a un rapport d'évaluation du projet au niveau managérial, au niveau technique, etc. Rapport qui a dit, le projet est un peu à la dérive, les plannings ne seront pas tenus et donc il va y avoir des retards, il va falloir plus d'argent. Ça a mené effectivement en 2014 à ce qu'on appelle un rebaseline à ITER, mais ce qu'on appelle un nouveau planning avec pas mal de retards, etc. Qui dit retard dit des budgets augmentés, donc il a fallu trouver de l'argent. Quand les pays ont signé ITER, comme ils n'imaginaient pas que ça coûterait aussi cher, ils ont tous dit dans tous les pays, on va rajouter de l'argent à vos budgets, on va pas prendre sur vos budgets existants. Donc l'idée, c'est pas un jeu à somme nulle, la fusion a plus d'argent au total. Ça c'est vrai, puis d'un seul coup, quand tu arrives avec une enveloppe budgétaire qui double, tout le monde dit où est-ce que je vais trouver de l'argent. Donc aux États-Unis, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'ils ont commencé à fermer différents labos ou à dire à certains labos, on va couper vos expériences parce qu'il faut qu'on trouve de l'argent. Ce qui a frustré, pour ITER, ce qui a frustré énormément de gens et je peux comprendre parce que tu peux perdre ton job. Et le MIT notamment, donc à Boston, avait une expérience qui tournait, qui avait des résultats intéressants et qui devait fermer. Il se trouve qu'ils avaient plusieurs postdocs qui avaient fait des cours d'entrepreneuriat et qui ont dit mais en fait c'est peut-être une opportunité, on va monter une boîte, on va développer la fusion. Et puis ils n'avaient plus rien à perdre dans un sens puisque leur labo allait être fermé et ils se sont dit banco, on va essayer de lever une boîte. Ils ont le nom du MIT, il y a beaucoup de physiciens très très connus là-bas. Premier gros tour de financement, leur premier 1,8 milliard de dollars, notamment parce que Bill Gates est venu tout de suite, parce que différentes personnes se sont mis dessus. Et donc, ils se sont retrouvés avec 1,8 milliard rapidement. Ils ont levé encore 1 milliard il n'y a pas très longtemps. La boîte est valorisée à 10 milliards de dollars à peu près, si tu calcules un peu les tours. Ce qui est intéressant parce qu'ils n'ont toujours rien construit. Ils sont encore en train de construire leur première étape de démonstration. Donc, ça montre que y a de l'appétit, il y a des capitaux et ça fait un peu exploser l'ensemble du truc. Enfin, c'est pas le bon mot quand on parle de nucléaire, de parler d'explosion. Mais ça a accéléré les investissements privés dans la fusion. Il se trouve qu'en plus, et tu le sais même mieux
mieux que moi, 2021-2022, taux d'intérêt négatif, le capital risque, les gens se sont rués dessus. Et quand tu veux faire ça, en fait, quand tes taux d'intérêt diminuent, et je me sens mal de te donner une leçon de finance, mais quand les taux d'intérêt tu vas vers les trucs, à nos auditeurs. Tu vas plus sur des trucs risqués parce que c'est là que tu penses que tu vas faire plus de retours. Ouais, donc le capital risque, voilà exactement, le capital risque, c'est concentré sur des trucs à très faible maturité technologique, dont la fusion, dont plein d'autres choses. Et donc on a vu beaucoup de capitaux privés arriver et une cinquantaine de startups qui sont créées pour chacun lancer leur truc, avec un choc culturel assez impressionnant qui est ITER, on a passé 20 ans à faire le design et à faire l'ensemble du truc, etc. avant de construire. Les startups, c'est plus le mode, encore une fois, c'est peut-être pas la bonne analogie, plus le mode SpaceX qui est je construis, ça explose, je reconstruis, ça explose, j'apprends. Alors l'idée ici, c'est que ça explose pas, mais tu construis une petite machine, tu apprends, construis la deuxième, la troisième, etc. C'est l'itération. Une itération rapide, là où ITER, tu as fait tout ton design. Et je modérais un panel il y a quelques semaines pour l'Agence internationale de l'énergie sur la fusion, justement, parce que l'Agence internationale de l'énergie, elle se dit, on commence à avoir cette technologie qui devient un peu plus mature, ça reste un petit peu tôt, mais bon, on voit que ça bouge beaucoup, et donc ils ont essayé de comprendre un peu plus. Et j'avais deux camps, en fait, dans cette salle, 50 personnes, assez haut niveau. J'avais des chercheurs qui étaient là, ouais, mais les entreprises, vous vous lancez sur des trucs, votre design, il est même pas fini, vous êtes même pas sûr que vous allez être capable de tout faire. Puis les startups, t'es là, bah ouais, mais on va beaucoup plus vite que vous parce qu'on passe pas 20 ans à faire du design et c'est comme ça que ça marche, c'est de l'itération. Et donc, tu as un truc culturel et puis tu avais l'autre truc qui était les scientifiques, tu es là et vous publiez pas tous vos résultats et vous avez beaucoup de trucs qui sont brevetés, qui sont privés et les entreprises en face qui disaient bah oui, parce qu'en fait, la génération de propriété intellectuelle, pour l'instant, c'est ça ma génération de valeur. Mon investisseur, ce qu'il veut voir, c'est que je génère un avantage technologique sur ce que je développe. Et donc, mon intérêt, c'est pas de le crier trop fort parce que j'ai surtout pas envie qu'un concurrent fasse la même chose. Donc, tu as en fait une sorte de révolution un peu culturelle dans la fusion en ce moment, qui est ça, ces deux mondes qui sont en train de coexister. Il va certainement y avoir un rapprochement. Il y a des pays comme l'Angleterre, par exemple, qui ont pris le chemin inverse, qui ont décidé de faire un programme public, mais en intégrant à chaque étape des entreprises privées. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir un domaine qui passe de la science à quelque chose qui ressemble plus à de l'application, même si on est encore un peu loin. On voit vraiment la translation de la science vers le monde réel, entre guillemets. Et il y a plusieurs philosophies sur comment tu le fais. Du coup, d'ici 40 ans, tu penses qu'on aura la fusion nucléaire ? De l'électricité, ouais, par fusion nucléaire, d'ici 40 ans, oui, je pense quand même. Si on l'a pas d'ici 40 ans, je pense qu'on ferait mieux d'arrêter. Mais... On va finir et conclure cet échange. Greg, toi, quel est ton motif d'espoir le plus important pour cette transition climatique ? Je sais pas si c'est un motif d'espoir, mais il y a quand même... C'est possible. En fait, la première chose, c'est que techniquement, c'est possible. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas faire. Tu vas produire de l'acier à l'échelle sans émettre de CO2. Il y a encore Au fourneau de Saint-Gobain, il me semble qu'ils ont réussi à faire avec de l'électricité. On sait faire. On sait qu'on peut utiliser l'hydrogène, etc. On est sur la partie industrialisation. Donc, on part d'un process qu'on maîtrise à peu près à l'échelle industrielle et on produit 2 milliards de tonnes d'acier par an. Donc, il faut scaler aussi. Donc, il reste des difficultés. Et puis, il y a d'autres procédés qui sont en train de se développer en parallèle. Donc, peut-être qu'on verra aussi des innovations assez intéressantes là-dessus. Il y a des trucs qu'on ne sait vraiment pas faire à coût économique. Décarboner l'aviation, c'est compliqué parce que ça nécessite un carburant très dense. Il y a encore besoin des solutions, mais on pense qu'on sait faire 80% du chemin. Et surtout, et c'est ce dont on a discuté tout à l'heure, ces 80%, ils sont économiquement attractifs. C'est plus forcément un coût pour la société, c'est aussi potentiellement une opportunité. Donc ça me rend assez optimiste parce qu'une fois que les gens voient des profits à faire, on sait que les choses ont tendance à s'accélérer. Je pense aussi, mais ça c'est mon côté hyper naïf, qu'on va peut-être enfin se réveiller et se dire que l'électrification, c'est de la résilience, c'est de l'adaptation, c'est tout ce qu'il faut faire et que quel que soit le bout par lequel tu prends le problème, c'est la même chose qu'il faut faire. Mais bon, ça, encore une fois, c'est mon côté naïf. Et l'autre, c'est quand même que au final, on n'a pas le choix de le faire. Enfin, il faut aussi, c'est ça le truc, c'est que le climat nous rattrape. On voit quand même, c'est que les impacts climatiques sont plus élevés que ce qu'on pensait il y a quelques années. Ça évolue beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et donc, on est en train de payer le prix de ce qu'on a fait. Ce prix, il est élevé, parce qu'en Europe, on souffre, mais c'est encore pas grand-chose par rapport à ce qu'ils prennent en Inde, quand ils ont des vagues de chaleur à plus de 50 degrés, ou en Chine. Et là, on commence à avoir un coût humain qui est énorme. Et en plus, on parle là que du climat et même pas de la biodiversité, qui est aussi une autre crise exactement. catastrophique. Et ce qui me rend un peu optimiste, c'est que en fait, les technologies qu'on a développées, le solaire, les batteries, ça offre pour la première fois dans l'histoire une voie de développement possible aux pays sous-développés, économiquement attractifs sans avoir à dépendre des fossiles. Et on commence à le voir au Pakistan, on le voit en Afrique, etc.,
où en fait les gens installent du solaire et des batteries et ça leur permet d'avoir accès à l'électricité, de se développer sans devoir dépendre des fossiles. Je crois que c'est l'Éthiopie qui a récemment banni complètement les voitures thermiques pour des voitures électriques. Effet, ouais. Et le fait qu'un pays comme l'Éthiopie le fasse, je pense que ça dit beaucoup du monde vers lequel on va. Donc je pense que ce qui me rend un peu optimiste aussi, c'est que le sens de l'histoire, il est quand même plutôt dans le sens de la transition. Il va y avoir des périodes difficiles, etc. Et on ne les a pas suffisamment bien expliquées et prévues. Mais il n'y a pas de raison de continuer à brûler des fossiles. On peut faire mieux. Pourquoi on continuerait à faire ça? Et en plus, on va générer plus de profits en ne le faisant pas, etc. Donc à un moment, il n'y a plus de rationalité économique. Et peut-être que ce qu'il faudrait commencer à dire, c'est que brûler des trucs, c'est ce que l'humanité fait depuis 10 000 ans. Alors on s'est perfectionné sur la façon dont on le fait. Une turbine à gaz, maintenant, c'est quand même une belle machine. Mais fondamentalement, on va quand même chercher des ressources pour les brûler et les mettre dans l'atmosphère. C'est quand même pas hyper avancé comme façon de faire. Il faudrait qu'on se développe un peu plus. Ouais. Merci beaucoup, Greg, Avec plaisir, pour cet échange passionnant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait très plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au prochain épisode.